Paul-Henri Antomattei, je suis professeur de droit du travail à l'Université de Montpellier. Je suis par ailleurs avocat associé au cabinet Barthélémy Avocats. On doit aller vers un peu plus de négociations collectives et c'est le but des ordonnances de cette réforme. Mais le travail a déjà commencé en 2004 car nous nous sommes aperçus que les défis à relever, la loi ne pouvait plus les assumer. Les défis, quels sont-ils? Nous devons adapter les règles sociales aux réalités économiques et sociales de l'entreprise. Et nous sommes confrontés à une extrême diversité des formes de travail et la révolution numérique amplifie cette extrême diversité. La loi est par nature générale, impersonnelle et permanente. Elle ne peut plus assumer seule cette adaptation de la règle et surtout sa nécessaire évolution aux réalités économiques et sociales. Donc depuis 2004, nous avons emprunté ce que j'appelle le chemin vertueux de la négociation collective, par étapes différentes. Les ordonnances de 2017 constituent une étape supplémentaire, mais une étape importante dans ce que je nomme par ailleurs ce GR20 du droit du travail. Le pari que nous avons fait, c'est le pari du dialogue social. Dans tous les pays où nous avons un dialogue social de qualité, une négociation collective de qualité, nous constatons à la fois une meilleure compétitivité des entreprises et à la fois une meilleure qualité de vie au travail. Donc ce texte est important et il est d'autant plus important qu'il mise sur la négociation collective d'entreprise car désormais le principe, c'est le principe de la primauté de l'accord d'entreprise. Ça ne veut pas dire que la branche n'a plus rien à faire, bien au contraire, mais nous avons fait un choix à travers ces ordonnances, c'est de permettre aux acteurs de l'entreprise de pouvoir fabriquer des règles sociales adaptées à leur réalité économique et sociale et ces règles peuvent être adaptées aussi à la nécessité d'une évolution qui est de plus en plus rapide. Ce qu'apportent aussi les ordonnances, c'est une sécurisation juridique supplémentaire des règles conventionnelles. Désormais, l'accord collectif est présumé construit conformément à la loi. Les délais de contestation sont raccourcis et par ailleurs, si le juge constate la nullité de l'accord collectif, il n'est pas tenu de prononcer le caractère rétroactif de cette nullité. Donc, les acteurs, plus que jamais dans l'entreprise, ont les cartes en main. Il faut maintenant accentuer leur formation. Il faut partout sur le territoire expliquer les libertés qui leur sont offertes et les accompagner dans ce droit du travail qui est un droit du travail adapté, moderne. Alors, confier à la négociation collective d'entreprise le soin de déterminer les règles sociales n'implique pas une régression sociale. Les opposants à cette évolution majeure du droit du travail nous disent qu'il y aura de plus en plus d'accords collectifs conclus sous la contrainte. Franchement, pour accompagner depuis des années le dialogue social dans ce pays, il n'y a pas d'exemple probant qui permette de douter du caractère loyal et sérieux. Et du reste, nous avons dans le passé mis en place des règles qui permettent de s'assurer que la négociation collective est loyale et sérieuse. Il faut faire confiance ici aux représentants des salariés, aux délégués syndicaux qui, vous le savez, lorsqu'ils sont présents dans l'entreprise, ont un monopole de négociation collective. Lorsqu'ils ne sont pas présents dans l'entreprise, c'est la technique du mandatement, mais c'est vrai qu'avec la réforme, le mandatement syndical n'est plus la priorité puisque dans les entreprises de moins de 11, un chef d'entreprise pourra faire ratifier aux 2/3 un projet d'accord collectif. Mais franchement, je pense que les procédures de négociation et le contrôle qui peut être ensuite opéré par la voie judiciaire font qu'il n'y a pas de doute, il ne s'agit pas d'une technique de régression sociale. Et du reste, ça fait des années et des années que nous pratiquons le dialogue social d'entreprise. Il n'y a pas d'exemple probant permettant de dire qu'il y a une régression sociale. Et je redis ce que j'indiquais tout à l'heure, dans tous les pays où nous avons un dialogue social de qualité, c'est l'inverse. Nous avons une conjugaison de la compétitivité des entreprises et du progrès social. Simplement, il faut faire comprendre ces évolutions aux acteurs. C'est un vrai défi culturel pour notre pays. Nous voyons, et ça c'est vrai, encore trop de négociations collectives marquées par des dogmes, des oppositions, des suspicions. C'est pas ça la négociation collective. La négociation collective, singulièrement au niveau de l'entreprise, c'est le respect d'abord de l'autre. L'autre, dans ce qu'il représente en termes d'intérêt, l'autre, sa personne. Et c'est ce que nous essayons de faire sur le territoire, sur nos territoires, c'est apprendre aux négociateurs à se connaître, à se comprendre, à partager un projet commun. Il n'y a pas, c'est vrai, identité systématique des intérêts, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'identité qu'on ne peut pas converger pour un projet d'entreprise. Donc il n'y a pas de risque à confier
aux acteurs de la négociation collective d'entreprise le soin de déterminer les règles quotidiennes d'organisation du travail. Alors, on a dit qu'au cours des dernières années, on procédait en confiant l'accord d'entreprise plutôt qu'à la branche. On a dit qu'il y avait inversion de la hiérarchie des normes. C'est faux. Et je vais rappeler le système juridique en matière de négociation collective. C'est le législateur qui est à la manœuvre. Et le Conseil constitutionnel nous a bien dit qu'il était loisible au législateur de transférer de la compétence aux acteurs de la négociation collective. Et le législateur a la possibilité de choisir entre la branche et l'entreprise. Je m'explique. Le législateur a la possibilité d'instaurer une primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord des branches. Nous avons commencé à le faire en 2008. La loi El Khomri a amplifié ce mécanisme et l'ordonnance consacrée à cette question-là généralise la primauté de l'accord d'entreprise. Donc il est faux de dire qu'il y a une inversion de la hiérarchie des normes, puisque là, il n'y a pas entre la branche et l'entreprise une hiérarchie. Il y a ce qu'on appelle techniquement une articulation et nous avons choisi, à ce moment de notre histoire, cette articulation où sur 11 domaines, c'est la branche qui a un monopole, sur 4 domaines, la branche peut décider de primer, sur tous les autres domaines, le principe, c'est l'accord d'entreprise. C'est conforme à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que le lieu le plus idoine aujourd'hui de régulation économique et sociale dans notre pays, c'est l'entreprise. Alors le droit du travail s'adapte, c'est adapté, s'adapte progressivement à ces évolutions technologiques, économiques et sociales. Et nous avons un formidable défi devant nous qui a été parfaitement mis en exergue par le Conseil national du numérique, c'est la révolution numérique. Il ne s'agit pas d'une transformation, il s'agit véritablement d'une métamorphose. Et il est impératif que le droit du travail s'adapte aux enjeux de la révolution numérique. Nous avons construit un droit du travail au cours du XXe siècle qui était un droit du travail en lien avec la révolution industrielle et un droit du travail marqué par l'usine. Et ce n'était pas très compliqué d'organiser ce droit du travail-là. Aujourd'hui, nous avons encore à organiser un travail qui est séquencé sous la forme du travail industriel, mais aussi le travail numérique et entre les deux, une multitude de formes d'organisation du travail. Donc, la nécessité de s'adapter, elle est depuis plusieurs années dans les différentes réformes et elle est fondée sur ce pari du dialogue social. La technique contractuelle est la seule voie permettant cette adaptation et cette adaptation dans un temps utile. Donc l'évolution qui est amplifiée par les ordonnances va dans le bon sens. Mais à nouveau, il faut que les acteurs l'accompagnent parce que ce n'est plus la loi qui vient vous dire « faites ci, faites ça ». La loi fixe le cadre d'intervention de la négociation collective. La loi rappelle les dispositions d'ordre public, et ça c'est impératif, comme nous avons rappelé récemment les principes fondamentaux du droit du travail. Et ensuite, s'il n'y a pas d'accord collectif, la loi fixe les dispositions subsidiaires, c'est-à-dire les dispositions qui s'appliqueront à défaut d'accord collectif. Mais le droit du travail qui devient le plus adapté à toutes ces mutations, c'est le droit conventionnel du travail. Le second volet de la réforme du droit du travail que nous mettons en place en 2017, c'est le volet important, sécurisation et prévisibilité des relations de travail. Et cette exigence de prévisibilité et de sécurité, elle s'exprime en matière de rupture du contrat de travail, notamment en matière de licenciement, et un certain nombre de règles du licenciement sont modifiées. Le message est adressé directement aux TPE. Qu'est-ce qu'on entend depuis plusieurs années dans notre pays? J'ai peur d'embaucher parce que si demain ça va mal et qu'il y a rupture du contrat de travail, je vais me trouver devant les conseils de prud'homme, c'est un délai que je ne maîtrise pas, c'est un coût que je ne maîtrise pas, donc cette peur fait que je n'embauche pas. Les ordonnances, et notamment l'ordonnance consacrée à la sécurité et la prévisibilité en matière de relations de travail, répond très concrètement à ces craintes. Et ça se traduit de la manière suivante, un barème obligatoire avec un mini et un maxi par année d'ancienneté pour indemniser le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Donc ça s'impose au juge en cas de contentieux. Ensuite, nous avons réglé
des détails plus techniques, mais ô combien importants, notamment sur les sanctions liées au défaut de motivation ou l'insuffisance de motivation d'une lettre de licenciement. Et là, ce sont des règles effectivement plus sécurisantes pour les entreprises. Et puis, il y a un gros volet dans l'ordonnance, qui est un volet licenciement pour motif économique, où désormais, le motif éco sera apprécié sur le territoire national. Et ça, ce n'est pas une régression, c'est une règle de bon sens. La plupart, pour ne pas dire une immense majorité de pays dans le monde, apprécient le motif économique en cas de licenciement sur leur territoire à la lumière des implantations sur leur territoire et non pas à l'étranger. De même, on met fin à la recherche de reclassement à l'étranger qui ne produisait pas beaucoup de résultats. Et donc, en matière de licenciement éco, là aussi, on sécurise les règles. On fait rentrer le plan de départ volontaire dans le Code du travail en l'organisant, avec ici une validation administrative. Donc là aussi, ça donne plus de sécurité à chacun, aussi bien aux entreprises qu'aux salariés, parce qu'un plan de départ volontaire avec une validation administrative, c'est bien sûr plus sécurisant pour les uns et pour les autres. Et donc là, le message que l'on souhaite faire passer aux chefs d'entreprise est le suivant. Désormais, ne nous dites plus que ce sont ces règles qui vous empêchent d'embaucher. Embaucher. Ça fait des années qu'on est un certain nombre à dire qu'il fallait modifier ces règles. Ça y est, c'est fait. L'ordonnance modifie ces règles. Et donc, il faut faire passer le message aux chefs d'entreprise de TPE-PME. Et tout le monde aura bien compris que ce sont les principaux destinataires de cette réforme de 2017. N'hésitez pas, embauchez.